Je m'appelle Émilie. J'ai 67 ans. Et cette nuit de décembre, j'ai découvert que pour mon fils, je n'étais pas sa mère, mais un distributeur automatique de billets ambulants. 35 ans à me sacrifier, à travailler comme femme de ménage dans 5 maisons différentes pour le soutenir après la mort de son père. J'ai payé ses études universitaires, son mariage de luxe. Je lui ai donné l'argent pour la compte de sa maison et c'est ainsi qu'il m'a remercié. Mais laissez-moi vous raconter comment tout a commencé. Cette réunion de famille avait lieu dans ma propre maison, l'humble petite maison où j'ai élevé Michael avec tant d'amour. J'avais cuisiné tout l'après-midi, dinde rôtie, farce, lait de poule de Noël. La table était dressée avec ma plus belle vaisselle, celle que je gardais pour les grandes occasions. J'avais invité mes sœurs et mes neveux. Je voulais que ce soit un Noël parfait. Michael est arrivé en retard, comme toujours, avec sa femme, Linda. C'est une femme de 32 ans qui travaille comme secrétaire, mais qui s'habille toujours comme si elle était millionnaire. Ce soir-là, elle portait une robe verte très élégante et des bijoux que je savais qu'elle ne pouvait pas se permettre avec son salaire. Elle est entrée dans ma maison sans me saluer, vérifiant son téléphone comme si l'endroit lui appartenait. Michael s'est servi une assiette sans me demander comment j'allais ou si j'avais besoin d'aide. Rien. Il s'est assis et a commencé à manger en silence. J'ai essayé d'engager la conversation, lui posant des questions sur son travail, sur ses projets pour la nouvelle année. Des réponses courtes, des monosyllabes, comme si me parler était une corvée. C'est alors que j'ai mentionné que j'avais fait des heures supplémentaires en nettoyant des maisons pour économiser de l'argent pour leurs cadeaux de Noël. Je voulais leur acheter quelque chose de spécial pour leur montrer à quel point je les aime. Linda a levé les yeux de son téléphone et m'a regardé avec un mépris que je n'oublierai jamais. Émilie, tu n'es plus jeune. Tu devrais penser à prendre ta retraite au lieu d'importuner Michael avec tes problèmes d'argent. Importuner. Ce mot s'est planté comme un poignard dans ma poitrine. J'ai expliqué que ce n'était pas une importunité, qu'il était mon fils et que j'avais toujours travaillé pour le soutenir. Puis Michael a parlé, et ces mots ont brisé mon âme en 1000 morceaux. Maman, Linda a raison. Tu parles toujours d'argent, de ce que tu dépenses pour nous. Tu sembles obsédé par le fait de nous rappeler combien il en coûte de s'occuper de toi. S'occuper de moi. C'était moi qui m'occupais d'eux. J'avais dépensé 15 000 $ cette année-là seulement. Les paiements pour sa voiture, ses cartes de crédit, son prêt immobilier. Ma sœur Suzanne, qui était assise à côté de moi, en est restée bouche bée. Mon neveu a cessé de manger, sentant la tension envahir la pièce. Mais le pire était encore à venir. Linda s'est approchée de moi et, avec un sourire venimeux, elle a murmuré assez fort pour que tout le monde entende. Tu sais ce que je pense, Émilie? Que tu es jalouse de ma mère, Sarah. Elle a de l'argent, du vrai. Elle peut nous offrir des choses sans nous le rappeler toutes les 5 minutes. Toi, tu ne donnes que pour manipuler. Un silence de mort s'installa. Mes sœurs me regardaient avec pitié. Mes neveux ne savaient plus où regarder. Michael n'a rien dit. Il ne m'a pas défendu. Il est resté assis là, laissant sa femme m'humilier dans ma propre maison, devant ma propre famille. J'ai senti le monde s'effondrer sur moi. 35 ans de sacrifice, à me laver les mains jusqu'au sang, à frotter les sols des autres, à manger des haricots pour qu'il puisse manger du steak, à porter les mêmes vêtements pendant des années pour lui acheter ce dont il avait besoin. Tout cela réduit à de la manipulation, à du chantage affectif. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Michael a finalement ouvert la bouche, et ce qu'il a dit a été le coup de grâce. Maman, peut-être que Linda a raison. Peut-être que tu dois comprendre que payer des factures ne fait pas automatiquement de toi un membre de la famille. La famille, ça se gagne avec le respect, pas avec l'argent. Sors d'ici, lui ai-je dit alors, avec un calme qui m'a surprise moi-même. Sors de ma maison, tout de suite. Michael s'est levé de table avec une arrogance que je ne lui avais pas enseignée. Linda l'a suivi, mais avant de partir, elle s'est tournée vers moi avec un sourire qui m'a glacé le sang. Merci d'avoir clarifié les choses, Émilie. Maintenant, nous savons exactement quelle place tu occupes dans nos vies. La porte a claqué avec un bruit qui a résonné dans toute la maison. Mes sœurs sont restées silencieuses. Mes neveux regardaient leurs assiettes. Suzanne a été la première à parler. Émilie, tu ne peux pas les laisser te traiter comme ça. Ce garçon a oublié tout ce que tu as fait pour lui. Mais je n'écoutais plus. Dans ma tête,
les mots de Michael se répétaient encore et encore. Payer les factures ne fait pas de toi un membre de la famille. Après tout ce que j'avais sacrifié, après avoir renoncé à ma propre vie pour construire la sienne, je n'étais pas de sa famille. J'étais juste une nuisance, une charge qui lui rappelait de manière inopportune combien il coûtait de l'entretenir. Ma sœur Suzanne s'est approchée et m'a serré dans ses bras. Je pouvais sentir son indignation, sa rage face à ce qu'elle venait de voir. Ce garçon n'a aucune honte. Émilie, après tout ce que tu as fait pour lui, tu as travaillé comme une esclave pour lui donner une éducation afin qu'il puisse avoir une vie meilleure que la nôtre. Les larmes ont commencé à couler, mais ce n'était pas seulement des larmes de tristesse. C'était de l'humiliation pure. Ils avaient été capables de m'humilier devant toute ma famille, de réduire 35 ans de sacrifice à une simple manipulation. Suzanne continuait de parler, mais ses mots m'arrivaient comme des échos lointains. Tu te souviens quand Michael était petit et qu'il a eu une pneumonie? Tu as cumulé 3 emplois pour payer l'hôpital privé. Et quand il a voulu étudier l'ingénierie, tu as même vendu tes boucles d'oreilles de mariage pour payer son université. Chaque mot de ma sœur était comme un couteau qui s'enfonçait plus profondément. Parce qu'elle avait raison. J'avais vendu tout ce que j'avais de valeur pour investir dans l'avenir de Michael. J'avais renoncé à refaire ma vie amoureuse parce qu'aucun homme ne voulait prendre en charge une femme qui mettait toutes ses priorités sur son fils. J'avais vécu dans la même humble petite maison pendant 30 ans parce que chaque dollar supplémentaire allait à Michael. Cette nuit-là, après que tout le monde soit parti, je me suis assise dans ma cuisine vide et j'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis la mort de mon mari. Mais au milieu des larmes, quelque chose d'autre grandissait en moi. Une rage froide et calculée que je n'avais jamais ressentie auparavant. Parce que Michael et Linda ne savaient pas quelque chose de très important, quelque chose que j'avais gardé secret depuis 6 mois. Madame Eleanor, l'une des employeuses pour qui j'avais travaillé pendant 30 ans, était décédée en juin. Dans son testament, elle m'avait laissé $850 000. $850 000 que personne ne savait que j'avais. Ni Michael, ni Linda, ni même mes sœurs. Madame Eleanor n'avait pas d'enfant et, dans ces dernières années, j'étais plus que sa femme de ménage. J'étais sa compagne, sa confidente, presque une fille pour elle. Quand l'avocat, Maître Harrison, m'a lu le testament, je n'en croyais pas mes oreilles. Madame Eleanor avait laissé une lettre expliquant sa décision. Émilie a été la seule personne à s'occuper de moi avec un amour sincère, sans rien attendre en retour. Elle mérite de vivre ses dernières années dans la dignité et sans souci financier. Pendant 6 mois, j'ai gardé ce secret, ne sachant que faire avec autant d'argent. J'ai pensé à le dire à Michael, à l'aider à rembourser entièrement sa maison, à assurer son avenir. Mais quelque chose m'arrêtait toujours. Une voix intérieure me disant d'attendre, d'observer, de ne pas me précipiter. Maintenant, je comprenais pourquoi. Le lendemain, je me suis réveillé avec une clarté d'esprit que je n'avais pas eue depuis des années. J'ai mis mes plus beaux vêtements, cette jupe grise que je gardais pour les grandes occasions, et je suis sorti de la maison. Mon premier arrêt a été la banque où je gardais les papiers de l'héritage. Je devais organiser mes finances et très bien planifier mes prochains mouvements. Le directeur de la banque, Monsieur Roberts, m'a accueilli avec un sourire. Il avait géré toute la transaction de l'héritage et connaissait parfaitement ma situation. Madame Émilie, comment puis-je vous aider aujourd'hui? Je veux annuler tous les virements automatiques que j'ai programmés pour mon fils Michael, lui ai-je dit d'une voix ferme. Tous. Le paiement de son prêt immobilier, de sa voiture, de ses cartes de crédit, tout. Monsieur Roberts m'a regardé avec surprise. Pendant des années, il avait traité ses virements. Il savait qu'il ne me restait pratiquement pas d'argent chaque mois pour couvrir les dépenses de Michael. Il m'avait vu arriver à la fin de chaque mois avec des billets froissés de mon travail de femme de ménage pour s'assurer que les paiements de mon fils étaient couverts. En êtes-vous sûre, Madame Émilie? Ce sont des paiements importants. Le prêt immobilier, le prêt auto, 3 cartes de crédit différentes. Nous parlons de près de $3 000 par mois. Absolument sûr. Et je veux que l'annulation soit effective immédiatement. J'ai signé tous les papiers nécessaires. Monsieur Roberts a expliqué que Michael recevrait des notifications de toutes les banques et entreprises l'informant que les paiements avaient été suspendus, qu'il aurait environ une semaine avant qu'il ne commence à lui facturer des frais de retard. Une semaine. Michael aurait une semaine pour réaliser que son distributeur automatique ambulant avait cessé de fonctionner. Mon prochain arrêt a été une boutique du centre-ville, un endroit élégant où je n'étais jamais entré parce que tout semblait trop cher.
Mais ce jour-là était différent. J'avais 850 000 $ en banque et 35 ans de sacrifice à rattraper. La vendeuse, une jeune femme élégante, m'a regardé de haut en bas quand je suis entré. Elle a probablement pensé que je m'étais trompé de magasin, qu'une femme de ménage de 67 ans n'avait rien à faire là. « Comment puis-je vous aider » m'a-t-elle demandé avec un sourire forcé. « Je veux une robe » lui ai-je dit. « Quelque chose d'élégant. Noir, parce que je vais à un enterrement. » Je ne mentais pas. J'allais à l'enterrement de l'Émilie soumise, de l'Émilie qui avalait les insultes, de l'Émilie qui croyait que l'amour se démontrait en se laissant humilier. Cette Émilie-là était morte la veille au soir dans ma cuisine. La robe que j'ai choisie coûtait plus que mon salaire mensuel de femme de ménage. Noire, élégante, avec une coupe qui me donnait l'air de ce que j'étais maintenant, une femme de pouvoir. J'ai aussi acheté des talons hauts, un sac à main en cuir véritable, des boucles d'oreilles en perles. J'ai quitté cette boutique en me sentant comme une personne entièrement nouvelle. Cet après-midi-là, alors que je me promenais au centre-ville avec mes achats, mon téléphone a sonné. C'était Michael. Pour une fois, c'était lui qui m'appelait. « Maman, j'ai besoin de te parler. Il s'est passé quelque chose de bizarre avec les banques. » Sa voix semblait inquiète, confuse, presque désespérée. J'ai souri pendant qu'il continuait à parler. J'ai reçu au moins 10 notifications différentes disant que les paiements automatiques ont été annulés. Ce doit être une erreur du système. Tu n'as rien changé à ton compte, n'est-ce pas? Comme c'est curieux, Michael, ai-je répondu avec la voix la plus douce que je pouvais prendre. Et à quoi servaient ces paiements? Tu sais, maman, les habituels, la maison, la voiture, les cartes. Les paiements que tu nous aides à couvrir. Maintenant, il disait, nous aider. Ce n'était plus de la manipulation. Ce n'était plus une obsession pour l'argent. Maintenant, c'était de l'aide. Comme les mots changent vite quand on a besoin de quelque chose. Michael, hier soir, toi et ta femme, vous m'avez fait comprendre très clairement que payer des factures ne faisait pas de moi un membre de la famille. Alors, j'ai décidé d'arrêter de payer les factures. Le silence à l'autre bout du fil était glorieux. Je pouvais imaginer son visage, sa panique, son désespoir alors qu'il traitait ce qu'il venait d'entendre. Maman, attends. Tu ne peux pas faire ça. J'ai des engagements, des obligations. Si je ne paie pas la maison ce mois-ci, ils vont me facturer des intérêts. La banque peut entamer une procédure de saisie. Et qu'est-ce que ça a à voir avec moi, Michael? Tu as dit toi-même que payer des factures ne faisait pas de moi un membre de la famille. Donc, je ne suis pas responsable des factures de quelqu'un qui n'est pas de ma famille. Mais, maman, je ne voulais pas dire. Ne voulais pas dire quoi? Que je suis un distributeur automatique? Que je suis obsédé par l'argent? Que je manipule avec mes paiements? Parce que c'est exactement ce que tu as dit. La voix de Michael a commencé à se briser. C'était la première fois depuis des années que je l'entendais comme ça. Vulnérable, effrayé. Mais il était déjà trop tard pour les regrets. Maman, s'il te plaît, il faut qu'on parle. Viens à la maison. On peut arranger ça. Non, Michael. Ta maison est ton problème maintenant. J'ai mes propres projets. J'ai raccroché et j'ai éteint mon téléphone. Pendant 35 ans, j'avais été disponible 24 heures sur 24. Ça aussi, c'était fini. Le même après-midi, j'ai pris un taxi pour l'hôtel le plus élégant de la ville, le Grand Plaza, un endroit où je n'étais allé qu'une seule fois pour livrer des vêtements propres à l'un de mes employeurs qui y séjournait. Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour, j'en serais la cliente. Le réceptionniste m'a regardé bizarrement quand j'ai demandé la suite la plus chère disponible, une femme âgée habillée simplement demandant un logement de luxe. Mais quand j'ai sorti ma nouvelle carte de crédit, celle que la banque m'avait donnée après l'héritage, son attitude a complètement changé. Ce sera un plaisir de vous accueillir, Madame Émilie. Combien de nuits resterez-vous avec nous? Une semaine pour commencer. La suite était plus grande que toute ma maison. Elle avait un salon, une chambre avec un lit immense, une salle de bain avec un jacuzzi et une vue spectaculaire sur la ville. Je me suis assise sur le canapé en cuiré, pour la première fois depuis des décennies, je me suis permis de respirer sans souci. Le lendemain, mon téléphone a commencé à sonner sans arrêt. Michael, Linda, des numéros inconnus. J'ai décidé de ne l'allumer que pour écouter les messages vocaux. Le premier était de Michael,
et son désespoir était évident. Maman, s'il te plaît, réponds. Linda est très inquiète. Elle dit qu'on a peut-être été trop dur avec toi. On peut parler, trouver une solution. Le deuxième message était de Linda, et son ton avait complètement changé. Ce n'était plus la femme arrogante d'il y a 2 jours. Emily, c'est Linda. Je crois qu'il y a eu un malentendu. Michael m'a parlé des problèmes avec les banques. On peut s'asseoir et parler en famille. En famille. Maintenant qu'ils avaient besoin d'argent, j'étais de nouveau de la famille. Le troisième message m'a surprise. Il venait de Sarah, la mère de Linda, la femme riche que j'étais censé envier. Madame Emily, c'est Sarah qui vous parle. Ma fille m'a raconté ce qui s'est passé. J'aimerais vous parler. Je pense que nous pouvons trouver une solution qui profite à tout le monde. Profite à tout le monde. Comme c'est intéressant. Quand ils m'ont humilié, personne ne pensait à me faire profiter. Mais le quatrième message a été celui qui m'a le plus amusé. C'était de nouveau Michael, mais cette fois en pleurant. Maman, je ne sais pas quoi faire. Linda est furieuse. Elle dit que c'est de ma faute. Sa mère lui met la pression pour qu'elle me quitte si je ne résous pas ça. Ils vont nous prendre la maison, la voiture, tout. S'il te plaît, maman. Je sais que je ne le mérite pas, mais tu es ma mère. Tu ne peux pas m'abandonner comme ça. Maintenant, j'étais sa mère. Quand tout s'effondrait, quand il avait désespérément besoin d'aide, alors il se souvenait que j'étais sa mère. Cet après-midi-là, j'ai décidé de m'offrir un luxe que je n'avais jamais eu. Je suis allé dans un spa. J'ai eu des massages, des soins du visage, une manucure, une pédicure. Pendant que la spécialiste travaillait, je réfléchissais à ma nouvelle réalité. Pour la première fois en 35 ans, personne ne dépendait de moi. Personne n'attendait de moi que je résolve leurs problèmes financiers. En rentrant à l'hôtel, j'ai trouvé le concierge qui m'attendait avec une enveloppe. Madame Emily, un jeune homme est venu laisser ceci pour vous. Il a dit que c'était très urgent. C'était une lettre de Michael, écrite à la main, avec cette écriture que je lui avais apprise quand il était enfant. Maman, je ne sais pas si tu vas lire ça, mais je dois essayer. Je sais que j'ai eu tort. Je sais que Linda a eu tort. Nous étions stressés, avec beaucoup de pression, et nous avons déversé notre frustration sur toi. C'est impardonnable. Mais maman, je suis ton fils. Le même garçon que tu serrais dans tes bras quand il faisait des cauchemars. Celui que tu soignais quand il était malade. Tu ne peux pas effacer tout ça pour une dispute. J'ai besoin de toi, maman. Je t'aime. J'ai déchiré la lettre en petits morceaux et les jeté à la poubelle. Il était facile de parler d'amour quand on avait besoin d'argent. Où était cet amour quand ils m'ont humilié devant toute la famille? Le lendemain, j'ai décidé de faire quelque chose que Michael n'attendrait jamais. Je suis allé rendre visite à mon ancienne employeuse, Madame Margaret, une femme âgée qui m'avait toujours traité avec respect. Elle a été surprise de me voir si élégante, si changée. Emily, quel plaisir de te voir. Tu es splendide. Qu'est-ce que tu as fait? Je lui ai raconté toute l'histoire. Margaret m'a écouté attentivement, sans juger, sans prendre parti. À la fin, elle m'a dit quelque chose qui m'a profondément marqué. Emily, j'ai élevé 3 enfants, et je vais te dire quelque chose que j'ai appris au fil des ans. Parfois, la plus grande preuve d'amour envers un enfant est de le laisser tomber. De le laisser apprendre ce que coûte la vie quand il n'a pas maman pour tout résoudre. Elle avait raison. Pendant 35 ans, j'avais été le matelas qui amortissait toutes les chutes de Michael. Je ne lui avais jamais permis de faire face aux conséquences de ses décisions. Il n'avait jamais appris la vraie valeur de l'argent parce qu'il savait toujours que maman serait là pour le sauver. Cette nuit-là, dans ma suite d'hôtel, j'ai pris une décision qui allait tout changer pour toujours. J'ai appelé l'avocat, Maître Harrison, le même qui avait géré l'héritage de Madame Eleanor. Maître Harrison, j'ai besoin de vous consulter sur quelque chose. Quelles options légales ai-je si quelqu'un m'a diffamé publiquement, m'a causé un préjudice émotionnel délibérément? Vous envisagez de poursuivre quelqu'un en justice, Madame Emily? Je pense à me protéger et à m'assurer que les personnes qui m'ont blessé comprennent que leurs actions ont des conséquences. Maître Harrison a expliqué les options. Action en justice pour préjudice moral, pour diffamation, pour préjudice psychologique. Tout documenté,
tout légal, tout parfaitement justifié. Avez-vous des preuves de ce que vous me dites? J'ai souri, parce que ce que Michael et Linda ne savaient pas, c'est que durant les derniers mois, chaque fois qu'ils venaient à la maison, j'avais enregistré nos conversations. J'avais toutes leurs humiliations, toutes leurs insultes, toutes leurs paroles venimeuses sauvegardées sur mon téléphone. Maître Harrison, j'ai plus de preuves que vous ne l'imaginez. Maître Harrison a examiné les enregistrements que j'ai apportés à son bureau. Son expression a complètement changé en entendant les paroles de Michael et Linda, surtout quand il est arrivé à la partie où Linda me chuchotait que j'étais jalouse de sa mère et où Michael déclarait que payer des factures ne faisait pas de moi un membre de la famille. Madame Emily, c'est plus que suffisant pour une action en justice pour préjudice moral. Les humiliations étaient publiques, délibérées et ont causé un préjudice émotionnel démontrable. De plus, nous avons la circonstance aggravante que vous êtes une personne âgée, ce qui augmente la gravité du cas. Parfait. Je veux que vous prépariez tout. Mais d'abord, je vais leur donner une dernière chance de s'excuser publiquement. Une dernière chance? Oui. Je veux voir jusqu'où ils sont capables d'aller. Je veux qu'ils se rétractent, qu'ils me demandent pardon devant la même famille qui a assisté à l'humiliation. S'ils ne le font pas, nous engagerons la poursuite. Maître Harrison a souri. C'était un homme âgé, expérimenté dans les affaires familiales, et il a parfaitement compris ma stratégie. Je pense que c'est une excellente idée. En attendant, je préparais toute la documentation légale. J'ai quitté le bureau de l'avocat en me sentant puissante pour la première fois depuis des décennies. J'avais pris le contrôle de ma vie. J'avais cessé d'être une victime pour devenir la protagoniste de ma propre histoire. Cet après-midi-là, j'ai décidé d'appeler Michael. Il a répondu à la première sonnerie, comme s'il attendait mon appel désespérément. Maman, enfin. J'étais très inquiet. Où es-tu? Je suis allé 3 fois chez toi et tu n'y es pas, je suis dans un endroit où je peux penser clairement, Michael. Loin de l'environnement toxique où tu m'as humilié. Maman, à ce sujet. Linda et moi avons beaucoup parlé. Nous pensons que nous nous sommes tous emportés ce soir-là. Peut-être qu'on pourrait s'asseoir pour discuter. S'asseoir pour discuter? Après ce que vous m'avez dit devant toute la famille? Après avoir réduit 35 ans de sacrifice à une simple manipulation? Maman, s'il te plaît. Nous traversons une période très difficile. Les banques ont déjà commencé à appeler. Si je ne paie pas cette semaine, ils vont entamer des procédures de saisie. Ah, maintenant vous traversez une période difficile. Quand vous m'humiliez, je ne traversais rien de difficile, n'est-ce pas? Michael a soupiré à l'autre bout du fil. Je pouvais sentir sa frustration, son désespoir grandissant. Que veux-tu que je fasse, maman? De quoi as-tu besoin pour qu'on puisse arranger ça? Je veux que toi et Linda organisiez une réunion. La même famille qui a assisté à mon humiliation. Je veux que vous vous excusiez publiquement, que vous reconnaissiez tout ce que vous avez fait de mal, que vous admettiez que vos paroles étaient injustes et cruelles. Une réunion de famille pour s'excuser. Exactement. Et je veux que Sarah soit présente aussi. La riche mère de Linda, celle que je suis censé envier. Je veux la rencontrer personnellement. Maman, je ne sais pas si Sarah va vouloir venir. Elle est. Eh bien, elle est très occupée. Michael, soit tu fais ce que je te demande, soit tu te débrouilles seul avec tes problèmes financiers. Tu as décidé que payer des factures ne faisait pas de moi un membre de la famille. Parfait. Alors je n'ai aucune obligation familiale de t'aider. D'accord. D'accord. Je vais organiser la réunion. Quand? Demain soir. Chez ma sœur Suzanne. En terrain neutre. Et Michael, tu as intérêt à venir avec une attitude complètement différente. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé Suzanne pour lui exposer le plan. Ma sœur, pourrais-tu nous prêter ta maison demain pour une réunion de famille? Bien sûr, Emily, mais dis-moi, qu'as-tu en tête? Justice, Suzanne. Simplement la justice. Le lendemain, je me suis préparé comme si c'était la bataille la plus importante de ma vie. J'ai mis la robe noire élégante que j'avais achetée, les talons hauts, les boucles d'oreilles en perles. Je me suis maquillé avec soin et me suis coiffé au salon de beauté de l'hôtel. Quand je me suis vu dans le miroir, je n'ai pas reconnu la femme qui me regardait. Elle était élégante, puissante, sûre d'elle. Je suis arrivé chez Suzanne exactement à l'heure convenue.
Ma sœur m'a accueilli les yeux écarquillés. Émilie, tu es spectaculaire. Qu'est-ce que tu as fait? Je me suis trouvé, ma sœur. Après 67 ans, je me suis enfin trouvé. Michael est arrivé avec 15 minutes de retard, comme toujours. Linda l'accompagnait, mais son attitude était complètement différente. Pas d'arrogance, pas de supériorité. Elle semblait nerveuse, presque effrayée. Et derrière eux venait une femme que je supposais être Sarah. Sarah était une femme d'environ 58 ans, bien habillée, mais pas autant que Linda le laissait entendre. En fait, ses vêtements semblaient chers, mais pas neufs, comme s'ils avaient été achetés il y a longtemps. Ses bijoux semblaient également authentiques, mais usés. Il y avait quelque chose chez elle qui ne correspondait pas à l'image de la femme millionnaire que Linda avait peinte. Émilie, enchantée de vous rencontrer. Je suis Sarah, la mère de Linda. Je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé l'autre soir. Son ton était conciliant, presque servile, rien à voir avec l'arrogance que je m'attendais à trouver. Nous nous sommes assis dans le salon de Suzanne, Michael et Linda sur un canapé, Sarah sur une chaise, moi dans le fauteuil principal. Ma sœur se tenait là, témoin silencieux de ce qui allait se passer. Eh bien, on m'a dit que vous vouliez vous excuser, ai-je commencé d'une voix calme. Je vous écoute. Michael s'est éclairci la gorge, clairement mal à l'aise. Maman. Linda et moi avons beaucoup réfléchi à ce qui s'est passé. Nous avons réalisé que nos paroles ont été très dures, très injustes. Tu as été une mère extraordinaire. Tu as beaucoup sacrifié pour moi. Ces mots sonnaient répétés, vides. Il n'y avait pas de véritable émotion, juste du besoin. Linda a pris la parole. Émilie, je veux aussi m'excuser. J'étais stressée ce soir-là, avec beaucoup de pression au travail, et j'ai dit des choses que je n'aurais pas dû dire. Vous êtes une femme admirable, travailleuse, et vous méritez le respect. Encore des mots creux. Je pouvais voir dans ses yeux qu'il voulait juste en finir avec cette comédie pour me redemander de l'argent. Et vous, Sarah, vous vous excusez aussi? Lui ai-je demandé directement. Sarah m'a regardé, surprise, comme si elle ne s'attendait pas à être incluse. Eh bien, La vérité, c'est que je n'étais pas présente ce soir-là, mais si mes commentaires, par l'intermédiaire de Linda, vous ont offensé de quelque manière que ce soit, bien sûr, je m'excuse. Vos commentaires par l'intermédiaire de Linda? Vous faites référence au moment où votre fille m'a dit que j'étais jalouse de vous parce que vous avez du vrai argent? Le silence était total. Sarah est devenue visiblement nerveuse. Linda la regardait avec panique. Il était évident que des mensonges allaient être révélés. Eh bien, Ça a dû être un malentendu. J'ai souri. C'était le moment parfait pour la première révélation. Comme c'est curieux, Sarah, parce que selon mes recherches, vous n'avez pas autant d'argent que vous le prétendez. En fait, je crois savoir que vous êtes plutôt endetté. Le visage de Sarah est devenu complètement pâle. Linda la regardait avec horreur, comme si elle venait de découvrir que toute sa vie avait été un mensonge. Michael ne comprenait rien, mais il sentait la tension remplir la pièce. Des recherches? Balbutia Sarah. Je ne sais pas de quoi vous parlez. J'ai sorti un dossier que j'avais apporté avec moi. Maître Harrison avait été très efficace pour obtenir des informations. Sarah Miller, 58 ans, divorcée depuis 3 ans. Votre ex-mari a conservé la plupart des biens lors du divorce car il a découvert que vous dépensiez de manière compulsive et que vous cachiez des dettes. Actuellement, vous devez 200 000 $ entre les cartes de crédit, les prêts personnels et un prêt hypothécaire en retard de paiement. Le silence était si épais qu'on aurait pu le couper au couteau. Linda regardait sa mère comme si c'était la première fois qu'elle la voyait de sa vie. « Maman, est-ce que c'est vrai ?» murmura Linda. Sarah a essayé de reprendre contenance, mais sa voix tremblait en parlant. Ce sont des affaires privées. Vous n'avez pas le droit d'enquêter sur ma vie personnelle. J'ai tout à fait le droit quand vous permettez à votre fille de m'humilier en utilisant votre prétendue richesse comme excuse. Quand elle me dit que je suis jalouse de votre argent, alors qu'en réalité, vous n'avez même pas de quoi payer vos propres dettes. Michael a finalement parlé d'une voix confuse. Linda, je ne comprends pas. Tu as toujours dit que ta mère était millionnaire, qu'elle avait des propriétés, des investissements. Linda ne pouvait même pas parler.
Des larmes ont commencé à couler sur ses joues alors que la vérité s'effondrait devant tout le monde. J'ai continué à lire le rapport. De plus, Sarah travaille comme vendeuse dans un grand magasin avec un salaire qui lui permet à peine de payer le loyer de son appartement. Les bijoux qu'elle porte sont des imitations achetées dans des friperies. La voiture qu'elle conduit est sur le point d'être saisie. Assez, a crié Sarah, perdant complètement son sang-froid. Vous n'avez pas le droit d'exposer ma vie comme ça. Pas le droit? Comme vous n'aviez pas le droit de laisser votre fille m'humilier sur la base de mensonges? Comme vous n'aviez pas le droit de me faire sentir inférieur pour ne pas avoir votre supposé argent? Linda a finalement trouvé sa voix, mais ce n'était qu'un murmure brisé. Maman, pourquoi m'as-tu menti? Pourquoi? Sarah s'est complètement effondrée. Les larmes coulaient sur son visage alors que la vérité sortait par bribes. Parce que je voulais que tu sois fier de moi. Parce que quand ton père m'a quitté, je me suis retrouvé sans rien. J'ai perdu la maison, les voitures, tout. Mais je ne voulais pas que tu saches que ta mère était une ratée. Les pleurs de Sarah remplissaient la pièce. Linda la regardait avec un mélange d'horreur et de compassion, tandis que Michael essayait de traiter toutes les informations. Alors, quand Linda m'a dit que j'étais jalouse de sa riche mère, ai-je continué, elle défendait en fait une femme plus endettée que je ne l'ai jamais été. Quelle ironie. Michael a finalement réagi, se tournant vers Linda avec fureur. Tu es en train de me dire que nous avons humilié ma mère sur la base de mensonges? Que ta riche famille dont tu te vantais n'en existe pas? Je ne savais pas, a crié Linda. Ma mère m'a menti toute ma vie. Mais cela ne justifie pas ce que vous m'avez fait, ai-je interrompu. Qu'ils aient menti ou non sur leur situation financière, le mépris était réel. Les humiliations étaient réelles. La douleur que vous m'avez causée était réelle. Je me suis levé du fauteuil et je me suis dirigé vers Michael. Sais-tu quelle est la partie la plus triste de tout cela, mon fils? C'est que pendant que vous vous croyiez supérieur à moi, pendant que vous me traitiez comme une charge, j'avais 850 000 $ en banque. Les 3 personnes en face de moi sont restées pétrifiées. Michael a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Linda a cessé de pleurer sous le choc. Sarah a relevé la tête lentement. Que as-tu dit, murmura Michael. 850 000 $. Un héritage que j'ai reçu il y a 6 mois de la part de Madame Eleanor, pour qui j'ai travaillé pendant 30 ans. De l'argent que je pensais utiliser pour assurer ton avenir, Michael. De l'argent que j'allais investir dans une plus grande maison pour toute la famille. J'ai sorti mon relevé de compte et je le leur ai montré. Leurs yeux se sont écarquillés en voyant le chiffre. Impossible, a chuchoté Linda. Très possible. Il s'avère que la femme de ménage que vous méprisiez tant est plus riche que toute votre famille réunie. La femme qui était censée envier la pauvreté déguisée de Sarah pourrait en réalité acheter et vendre tout ce que vous possédez 10 fois. Michael s'est levé brusquement. Maman, pourquoi ne nous as-tu rien dit? Pourquoi as-tu gardé le secret? Parce que je voulais voir qui vous étiez vraiment quand vous pensiez que je n'avais rien à vous offrir. Je voulais voir si vous me respectiez en tant que personne ou simplement comme une source d'argent. La réponse a été très claire ce soir de Noël. J'ai continué, quand vous pensiez que j'étais juste une pauvre femme de ménage, vous m'avez traité comme une ordure. Vous m'avez humilié. Vous m'avez méprisé. Vous m'avez dit que payer des factures ne faisait pas de moi un membre de la famille. Sarah a finalement parlé d'une voix tremblante. Madame Emily, si nous avions su. M'auriez-vous mieux traité? Auriez-vous feint le respect pour mon argent? C'est exactement ça, le problème. Le respect ne devrait pas dépendre de la somme d'argent que quelqu'un a en banque. Suzanne, qui était restée silencieuse tout ce temps, a finalement pris la parole. Émilie a raison. J'ai vu comment vous l'avez traité ce soir-là. C'était cruel, injuste et pénible à voir. Michael s'est approché de moi, les larmes aux yeux. Maman, j'ai fait une terrible erreur. Je ne savais pas. Je n'ai pas réfléchi. Je n'ai pas mesuré mes mots. Mais je suis ton fils. Tu dois me pardonner. Je dois te pardonner? Pourquoi? Parce que maintenant tu sais que j'ai de l'argent? Parce que maintenant tu as plus besoin de moi que jamais? Non, maman. Parce que je t'aime. Parce que tu es ma mère. Et j'ai eu tort. Si tu m'aimes, Michael, pourquoi m'as-tu traité comme ça quand tu pensais que je n'avais rien à te donner?
Où était cet amour quand tu m'as humilié devant toute la famille? Il ne pouvait pas répondre parce qu'il n'avait pas de réponse valable. La vérité était évidente. Son amour était conditionné par mon utilité financière. Linda s'est approchée aussi, complètement anéantie. Emily, je sais que je n'ai pas de pardon. Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable, mais s'il vous plaît, donnez-moi une chance de me racheter. Comment comptes-tu te racheter, Linda? En me rendant ma dignité? En effaçant l'humiliation publique? En guérissant les blessures émotionnelles que tu m'as causées? Elle ne pouvait pas répondre parce qu'elle savait que certaines choses ne peuvent pas être réparées. Je les ai regardés tous les trois, si vulnérables maintenant, si différents du soir de Noël où ils se sentaient supérieurs à moi. Maintenant, vous allez vivre quelque chose que j'ai vécu pendant 35 ans, l'incertitude économique. Vous allez savoir ce que c'est de ne pas avoir quelqu'un pour résoudre vos problèmes financiers. Vous allez apprendre la vraie valeur de l'argent. Qu'est-ce que tu veux dire, a demandé Michael, bien qu'il connaisse déjà la réponse. Que vous allez faire face à vos dettes seuls. Que vous allez apprendre à vivre sans le distributeur automatique que vous méprisiez tant. Mais maman, balbutia Michael, je ne peux pas perdre la maison. Linda perdrait son emploi si nous nous retrouvions à la rue. Nous avons une vie construite. Une vie construite avec mon argent. Avec mes sacrifices. Ce n'est pas votre vie, Michael. C'est la vie que je vous ai donnée pendant que vous me méprisiez de vous la donner. Linda s'est jetée à genoux devant moi, pleurant de manière inconsolable. S'il vous plaît, Emily, je sais que je ne le mérite pas, mais je vous en supplie, nous pouvons changer. Nous pouvons être différents. Donnez-moi une chance de vous montrer que je peux être la belle-fille que vous méritez. Tu as déjà eu 32 ans pour être la belle-fille que je méritais, Linda. Tu as choisi d'être cruelle, méprisante et abusive. Ces décisions ont des conséquences. Sarah s'est également approchée avec le désespoir dans la voix. Madame Emily, j'accepte l'entière responsabilité. C'est de ma faute, j'ai rempli la tête de Linda de mensonges sur ma situation. Mais s'il vous plaît, ne punissez pas ma fille pour mes erreurs. Votre fille est une adulte de 32 ans, Sarah. Elle a choisi de m'humilier sur la base de fausses informations. Et elle n'a jamais pris la peine de vérifier. Elle a choisi de me traiter comme une ordure parce qu'elle croyait pouvoir le faire sans conséquence. Je me suis dirigé vers la porte, mais avant de sortir, je me suis retourné pour leur faire face une dernière fois. Pendant 6 mois, j'ai gardé le secret de mon héritage, attendant le bon moment pour vous le dire. Je pensais le faire à Noël. Je pensais que ce serait un cadeau parfait pour toute la famille. Mais vous m'avez montré qui vous étiez vraiment avant que je puisse le faire. Michael s'est levé brusquement. Alors tout ça, c'est une vengeance. Tu nous as tendu un piège. Un piège? Non, Michael. Un piège aurait été de simuler la pauvreté pour te tester. J'ai simplement omis de mentionner ma bonne fortune. Vous avez choisi de mal me traiter sans aucune provocation de ma part. Mais nous sommes une famille. A-t-il crié avec désespoir. Une famille? Tu as dit toi-même que payer des factures ne faisait pas de moi un membre de la famille. Appliquons cette logique. Humilié, méprisé et maltraité ne fait pas de toi un membre de la famille non plus. J'ai quitté la maison de Suzanne en me sentant libéré, mais aussi émotionnellement épuisé. Le taxi m'attendait dehors pour me ramener à l'hôtel. Pendant le trajet, j'ai réfléchi à ce qui venait de se passer. J'avais exposé tous les mensonges. J'avais révélé ma véritable situation, mais je savais que ce n'était que le début. En arrivant à l'hôtel, j'ai trouvé plusieurs messages sur mon téléphone. Michael avait appelé 20 fois au cours des 30 dernières minutes. Linda avait envoyé des SMS désespérés. Même Sarah avait obtenu mon numéro d'une manière ou d'une autre et avait laissé des messages vocaux suppliants. J'ai décidé de n'écouter qu'un des messages de Michael. Maman, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je sais que nous avons eu tort. Je sais que nous avons été cruels avec toi, mais nous sommes ta famille. Nous sommes la seule chose que tu as dans ce monde. Sans nous, tu vas être seul pour toujours. Est-ce que c'est ce que tu veux? Être seul avec ton argent? Ces mots m'ont mise plus en colère que toutes les insultes du soir de Noël. Maintenant, il s'avérait que j'avais besoin d'eux, que sans eux, je serais seul pour toujours. La même manipulation émotionnelle que d'habitude, mais avec un désespoir supplémentaire. J'ai immédiatement appelé Maître Harrison.
Avocat, engagez la poursuite. Ce soir même, je veux que vous déposiez tous les documents. En êtes-vous sûr, Madame Émilie? Une fois que nous aurons entamé le processus légal, il n'y aura pas de retour en arrière. Absolument sûr. Je veux que vous poursuiviez pour préjudice moral, diffamation et préjudice psychologique. J'ai les enregistrements. J'ai des témoins. J'ai tout ce dont vous avez besoin. Parfait. Demain, je déposerai la plainte. Quel montant considérez-vous comme approprié? 100 000 $. Et je veux que ce soit public. Je veux que toute la ville sache ce qu'ils m'ont fait. Le lendemain, la poursuite était sur toutes les lèvres du quartier. L'avocat avait contacté un journaliste local, et l'histoire de la femme de ménage millionnaire qui poursuivait son fils ingrat s'est répandue comme une traînée de poudre. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Des numéros inconnus, des journalistes voulant des interviews, des voisins curieux. Mais les appels qui me faisaient le plus mal étaient ceux de Michael, de plus en plus désespéré, de plus en plus suppliant. J'ai décidé de répondre à l'un de ces appels, le 10e de la journée. « Maman, s'il te plaît, arrête ça. La poursuite est parue dans le journal. Tout le monde parle de nous. Linda a perdu son emploi. Ils l'ont renvoyée à cause du scandale. Les voisins nous pointent du doigt dans la rue. Et comment crois-tu que je me suis senti quand vous m'avez humilié devant toute la famille? Comment crois-tu que je me suis senti quand vous m'avez traité comme une ordure? Mais maman, c'est trop. C'est une chose de nous laisser sans argent, mais ruiner nos réputations, nos emplois, nos vies. C'est une chose de faire une erreur, Michael. C'en est une autre d'humilier délibérément sa mère pendant des années et de s'attendre ensuite à ce qu'il n'y ait pas de conséquences. Ce n'était pas des années. C'était une nuit. Une nuit? Sérieusement, tu penses que tout a commencé ce soir de Noël? Combien de fois Linda m'a-t-elle traité avec mépris? Combien de fois m'as-tu fait sentir que j'étais un fardeau? Combien de fois as-tu ignoré mes sentiments? Michael est resté silencieux parce qu'il savait que j'avais raison. Le mépris avait été constant, progressif, systématique. Le soir de Noël n'avait été que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Maman, d'accord. J'accepte que nous ayons été cruels. J'accepte que nous t'ayons blessé. Mais quel est ton plan? Nous détruire complètement. Mon plan est que vous appreniez que les actions ont des conséquences. Que le respect se gagne, ne s'achète pas. Que maltraiter les gens, surtout sa mère, n'est pas quelque chose que l'on peut faire sans en subir les conséquences. Et après? Quand nous aurons tout perdu, quand nous serons à la rue, quand Linda et moi aurons divorcé parce que nous ne supporterons pas la pression, qu'est-ce que tu y gagneras? Je vais y regagner ma dignité. Je vais gagner la tranquillité d'esprit de savoir que je ne les ai pas laissés continuer à me traiter comme une ordure. Cet après-midi-là, en buvant un thé sur la terrasse de ma suite, j'ai réfléchi aux paroles de Michael. Qu'est-ce que j'allais vraiment gagner avec tout ça? La vengeance allait-elle me rendre les 35 ans de sacrifice? Allait-elle guérir les blessures émotionnelles? Mais ensuite, je me suis souvenu du visage de Linda quand elle m'a chuchoté qu'elle était jalouse de sa mère. Je me suis souvenu de la froideur dans les yeux de Michael quand il m'a dit que payer des factures ne faisait pas de moi un membre de la famille. Je me suis souvenu de l'humiliation publique, des rires cruels, du mépris absolu. Non, ce n'était pas seulement de la vengeance. C'était de la justice. C'était fixer des limites après une vie entière sans en fixer. C'était leur apprendre que même la patience infinie d'une mère a un point de rupture. Cette nuit-là, j'ai pris une décision qui allait changer le cours de toute cette histoire. J'allais faire quelque chose que Michael n'attendrait jamais, quelque chose qui le frapperait là où ça fait le plus mal, dans sa fierté publique. Le lendemain, je me suis réveillé avec une idée qui m'a rempli d'une énergie que je n'avais pas ressentie depuis des années. Si Michael voulait jouer salement, s'il voulait manipuler la situation en sa faveur, j'allais lui montrer ce que signifiait vraiment avoir le pouvoir. J'ai appelé Maître Harrison et lui ai demandé d'organiser une conférence de presse. Je voulais raconter mon histoire publiquement, avec tous les détails, toutes les preuves, tous les enregistrements. Si l'histoire était déjà parue dans le journal local, autant que les gens entendent ma version complète. Madame Émilie, êtes-vous sûre de vouloir vous exposer autant publiquement? Maître Harrison, pendant 67 ans, j'ai vécu dans l'ombre, travaillant en silence, endurant des humiliations en privé. Il est temps que le monde sache qui je suis vraiment.
La conférence de presse a été organisée pour le vendredi après-midi dans la salle principale de l'hôtel où je séjournais. Maître Harrison a contacté plusieurs médias locaux et certains médias nationaux. L'histoire avait éveillé la curiosité, une femme de ménage millionnaire poursuivant son propre fils pour abus émotionnels. Pendant ce temps, Michael avait lancé une campagne désespérée pour redorer son image. Il avait créé des profils sur les réseaux sociaux racontant sa version des faits, me présentant comme une mère vengeresse et manipulatrice qui détruisait sa famille pour un malentendu. Ses publications disaient des choses comme « Ma mère nous punit pour une dispute familiale normale. Elle nous a retiré tout soutien financier du jour au lendemain et maintenant, elle nous poursuit pour 100 000 $. Est-ce ce que fait une mère aimante ?» Les commentaires étaient partagés. Certains le soutenaient, disant que j'étais une mère toxique. D'autres le critiquaient, surtout lorsque des rumeurs ont commencé à circuler sur les détails de ce qui s'était réellement passé ce soir de Noël. Mais ce qui m'a le plus dérangé, c'est de voir que Linda avait également commencé à publier sur ses réseaux. Elle avait mis en ligne des photos d'elle en pleurs avec des messages comme « J'ai perdu mon emploi à cause d'un malentendu familial. Ma belle-mère a décidé de ruiner nos vies parce que nous avons eu une dispute. » Où est la compassion chrétienne? La compassion chrétienne. Après m'avoir humilié publiquement, maintenant elle parlait de compassion chrétienne. Le jeudi soir, un jour avant ma conférence de presse, Michael a fait quelque chose que je n'aurais jamais cru qu'il ferait. Il a créé une diffusion en direct sur Facebook pour raconter la vérité sur ce qui se passait. Je l'ai appris parce que ma sœur Suzanne m'a appelé, bouleversée. Emily, Michael est en direct. Il dit des choses horribles sur toi. Il dit que tu es devenue folle avec l'argent, que tu as toujours été manipulatrice, que tu te venges parce qu'il s'est marié. J'ai allumé mon ordinateur et je suis entré dans sa diffusion. Plus de 500 personnes regardaient. Michael était dans son salon avec Linda à ses côtés, en pleurs, jouant le rôle des victimes parfaites. Ma mère a reçu un héritage il y a 6 mois et ne nous a rien dit, disait Michael. Puis, lorsque nous avons eu une petite dispute familiale à Noël, elle a décidé de nous punir en nous retirant tout le soutien financier qu'elle nous apportait. Maintenant, nous avons perdu la maison, Linda a perdu son emploi et elle nous poursuit pour 100 000 $. Les commentaires en direct étaient un mélange de soutien et de critique. Certains disaient, « Votre mère vous a soutenu pendant des années. Vous devriez être reconnaissant. » D'autres commentaient, « Une mère ne devrait pas abandonner ses enfants comme ça. » Mais ce qui m'a le plus mis en fureur, c'est quand Michael a commencé à pleurer devant la caméra. « Je veux juste retrouver ma mère. Je sais que nous avons fait des erreurs, mais elle était tout ce que nous avions. Maintenant, elle vit dans un hôtel de luxe pendant que nous nous retrouvons sans rien. Est-ce juste ?» Linda a pris la parole, séchant ses larmes de manière théâtrale. Emily a toujours été contrôlante avec l'argent. Elle nous rappelait toujours combien elle dépensait pour nous. Ce soir de Noël, quand nous lui avons dit que ça nous dérangeait, elle a explosé. Elle nous a mis à la porte de sa maison et le lendemain, elle a annulé tous nos paiements. Menteur, ai-je crié à l'écran. Il déformait complètement ce qui s'était passé. J'ai vu les commentaires commencer à changer de ton. De plus en plus de gens commençaient à les soutenir, à les voir comme les victimes d'une mère cruelle et vengeresse. Michael était très intelligent pour manipuler les émotions des gens. Nous voulons juste que notre famille se réconcilie, a poursuivi Michael. Nous voulons nous asseoir et parler, demander pardon comme il se doit et trouver une solution, mais elle refuse de nous voir. Elle nous a bloqués de partout. À ce moment-là, j'ai pris une décision qui allait tout changer. J'ai créé un nouveau compte sur Facebook et je suis entré dans la diffusion en direct. J'ai écrit dans les commentaires, « Bonjour, Michael. C'est ta mère. Je vois que tu racontes ta version de l'histoire. Ça te dérange si je raconte la mienne ?» La diffusion est devenue folle. Les commentaires ont commencé à exploser. C'est elle. La mère est là. Ça va être intéressant. Michael a vu mon commentaire et est devenu complètement pâle. Linda l'a regardé avec terreur. Pendant un instant, il n'a pas su quoi faire. « Maman, c'est vraiment toi ?» a-t-il demandé d'une voix tremblante. « Oui, c'est moi, et je pense qu'il est temps que toutes ces personnes entendent ce qui s'est réellement passé ce soir de Noël. Maman, s'il te plaît, ne fais pas ça. On peut parler en privé. » En privé? Comme quand tu m'as humilié devant toute la famille? Non, Michael. Tu as décidé de rendre ça public. Je vais répondre publiquement.
Le nombre de spectateurs était passé à plus de 1500. Les gens partageaient la diffusion, taguaient leurs amis. C'était comme une émission de télé-réalité en direct. Voulez-vous savoir ce qui s'est réellement passé, ai-je écrit dans les commentaires. Voulez-vous entendre les enregistrements de ce qu'ils m'ont dit ce soir-là? Michael s'est levé brusquement de sa chaise. Tu ne peux pas faire ça. Ce sont des conversations privées. Privées? Comme cette diffusion où tu me diffames devant des milliers de personnes? Linda a finalement parlé d'une voix désespérée. Emily, s'il vous plaît. Nous avons déjà assez souffert. Les gens nous jugent. J'ai perdu mon emploi. Nous sommes sur le point de perdre la maison. Ah, maintenant je suis de nouveau Emily. Je ne suis plus la manipulatrice folle d'il y a 5 minutes. Les commentaires étaient hors de contrôle. Il y avait des gens qui me défendaient, des gens qui m'attaquaient, des gens qui me demandaient de diffuser les enregistrements. Michael, ai-je écrit, veux-tu dire à tous ces spectateurs exactement ce que tu m'as dit ce soir de Noël? Veux-tu répéter les mots exacts que tu as utilisés? Maman, nous avons déjà demandé pardon. Non, vous n'avez pas demandé pardon. Vous m'avez dit que c'était un malentendu, que vous étiez stressé, que nous nous étions tous emportés. Mais vous n'avez jamais admis à quel point vous aviez été cruel. À ce moment-là, j'ai décidé de faire quelque chose que je savais dévastateur pour eux. Vous savez quoi? Vous avez raison. Il vaut mieux que l'enregistrement parle. Et sans plus attendre, j'ai commencé à diffuser l'audio du soir de Noël à travers les haut-parleurs de mon ordinateur, directement dans leur diffusion en direct. La voix de Linda résonnait, claire et nette. Tu es juste jalouse de ma mère. Elle a de l'argent, du vrai. Puis la voix de Michael. Payer les factures ne fait pas automatiquement de toi un membre de la famille. Le silence dans leur diffusion était absolu. Les commentaires ont explosé d'indignation contre eux. Les commentaires dans la diffusion sont devenus une avalanche de critiques envers Michael et Linda. Quels enfants ingrats! Pauvres dames! Ils méritent tout ce qui leur arrive. Michael a tenté de défendre l'indéfendable, mais sa voix semblait désespérée et peu convaincante. Ces enregistrements sont sortis de leur contexte, a-t-il balbutié. Il y a eu une dispute. Nous avons tous dit des choses que nous regrettons. J'ai continué à diffuser d'autres parties de l'audio. La voix méprisante de Linda disant que j'étais obsédé par l'argent. Les rires cruels quand j'ai mentionné mes sacrifices. Le moment exact où Michael m'a dit que je ressemblais à un distributeur automatique qui se plaignait. Chaque seconde d'audio était plus dévastatrice que la précédente. Le nombre de spectateurs de la diffusion est passé à plus de 3000 personnes. L'histoire devenait virale en temps réel. C'est ce qu'ils appellent une petite dispute familiale, ai-je écrit dans les commentaires. Humilier une mère de 67 ans devant toute sa famille. Linda a tenté de reprendre le contrôle de la situation. Emily, je comprends que vous soyez blessée, mais cela ne va pas réparer notre relation. Cela ne fait qu'empirer les choses pour tout le monde. Réparer notre relation? Quelle relation, Linda? La relation où tu me traites comme une ordure et où je fais semblant que ça ne me fait pas mal? Les commentaires étaient implacables. Cette belle-fille est une vipère. Le fils est un ingrat. Madame Emily, vous avez bien fait. Michael a finalement perdu complètement son sang-froid. Assez, maman. Tu détruis nos vies. Les gens nous agressent dans la rue. Linda ne peut même plus sortir de la maison. Et comment crois-tu que je me suis senti quand ils m'ont agressé ce soir-là, dans ma propre maison? Quand ils m'ont fait sentir comme une étrangère dans ma propre famille. À ce moment-là, j'ai décidé de diffuser la partie la plus douloureuse de l'enregistrement. Le moment où Michael m'a dit de sortir de ma propre maison, et les derniers mots de Linda, merci d'avoir clarifié les choses, Emily. Maintenant, nous savons exactement quelle place tu occupes dans nos vies. Le silence après ces mots était total. Même les commentaires se sont arrêtés pendant quelques secondes, comme si tout le monde traitait la cruauté de ce qu'ils venaient d'entendre. Puis les commentaires ont explosé avec une fureur que je n'avais jamais vue. Ce sont des monstres. Comment peuvent-ils traiter leur mère comme ça? Ils méritent de tout perdre. Madame Emily, ne leur donnez pas un seul centime. Michael s'est levé brusquement et a tenté de mettre fin à la diffusion, mais il était trop tard. Des milliers de personnes avaient déjà enregistré des extraits de la diffusion et les partageaient sur tous les réseaux sociaux. Avant qu'ils ne puissent clore la diffusion,
j'ai écrit un dernier commentaire que je savais dévastateur. Pour tous ceux qui regardent ceci, pendant 35 ans, j'ai travaillé comme femme de ménage pour donner à cet homme la vie que je n'ai jamais eue. J'ai payé l'université, le mariage, la maison, la voiture. J'ai dépensé mes dernières économies pour lui. Et c'est ainsi qu'il m'a remercié. Maintenant que j'ai mon propre argent, que je n'ai plus besoin d'être son distributeur automatique, il veut jouer la victime. La seule victime ici, c'est moi. Michael a brutalement mis fin à la diffusion, mais le mal était déjà fait. En moins d'une heure, des extraits de la diffusion circulaient dans toute la ville. Les voisins qui le saluaient auparavant le pointaient maintenant du doigt avec mépris. Le magasin où Linda avait travaillé a publié une déclaration disant qu'elle avait été licenciée pour représenter des valeurs contraires à l'entreprise familiale. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Des journalistes, des émissions de télévision, même des producteurs d'émissions de divertissement voulaient m'interviewer. L'histoire avait dépassé les frontières locales et devenait un phénomène national. Cette nuit-là, j'ai décidé d'annuler la conférence de presse que j'avais prévue. Ce n'était plus nécessaire. La diffusion en direct avait accompli plus que n'importe quel événement formel n'aurait pu le faire. Le lendemain, un appel de Maître Harrison m'a réveillé. « Madame Emily, avez-vous vu les nouvelles ? L'histoire est passée sur les chaînes nationales et ils appellent Michael le fils le plus ingrat du pays. » J'ai allumé la télévision et, en effet, mon histoire était sur toutes les chaînes, émissions matinales, journaux télévisés, émissions de divertissement. Tout le monde parlait du cas de la femme de ménage millionnaire et de son fils ingrat. Le plus choquant a été de voir qu'ils avaient obtenu des interviews de mes anciens employeurs. Madame Margaret, pour qui j'avais travaillé pendant 15 ans, était à la télévision pour me défendre. Emily est la femme la plus travailleuse et la plus noble que j'ai connue, a déclaré Margaret dans l'interview. Elle n'a jamais manqué un jour de travail. Elle était toujours soucieuse d'économiser de l'argent pour son fils. Voir comment ils l'ont traité est déchirant. Un autre de mes anciens employeurs avait également été interviewé. Emily a sacrifié toute sa vie pour ce garçon. Elle travaillait dans 3 maisons simultanément pour payer ses études. Nous la voyons arriver épuisée, mais toujours avec le sourire, car elle savait qu'elle construisait l'avenir de son fils. Les témoignages se sont poursuivis tout au long de la matinée. Les voisins de mon ancien patron, même l'épicier du coin où je faisais mes courses depuis des années, tous racontant des histoires de mes sacrifices pour Michael. Mais ce qui m'a le plus touché, c'est une interview qu'ils ont faite avec la sœur de Madame Eleanor, la femme qui m'avait laissé l'héritage. Ma sœur Eleanor a toujours dit qu'Emily était comme une fille pour elle, a expliqué la femme. Les dernières années de sa vie, Emily n'était pas seulement son employée. Elle était sa compagnie, sa confidente, sa famille. C'est pourquoi elle lui a laissé cet héritage, car elle savait qu'Emily s'était occupée d'elle avec un amour sincère, pas par intérêt. Pendant que je regardais les nouvelles, mon téléphone a sonné. C'était un numéro que je ne reconnaissais pas. Madame Emily, c'est Marie Garcia de l'émission Justice pour tous. Nous aimerions vous inviter dans notre émission pour raconter toute votre histoire. Au cours des jours suivants, les invitations n'ont cessé d'arriver. Des émissions de radio, de télévision, même un éditeur qui voulait que j'écrive un livre sur mon expérience. Pendant ce temps, la vie de Michael et Linda s'effondrait publiquement. Les réseaux sociaux en avaient fait des parias sociaux. Linda ne trouvait de travail nulle part car son nom était associé au scandale. Michael avait perdu plusieurs clients dans son travail d'ingénieur parce que les entreprises ne voulaient pas être associées à quelqu'un qui avait maltraité sa mère âgée. La banque a finalement saisi leur maison. On les a vus partir avec leurs affaires dans des cartons pendant que les voisins les filmaient et publiaient les vidéos sur les réseaux sociaux. Les commentaires étaient impitoyables. Ils le méritent. Karma divin. Maintenant, ils vont savoir ce que c'est de ne pas avoir maman. Une semaine après la diffusion virale, j'ai reçu un appel inattendu. C'était Sarah, la mère de Linda. Madame Emily, s'il vous plaît. Ma fille est détruite. Michael est en dépression. Ils vivent dans mon appartement d'une chambre, dormant par terre. Ne pensez-vous pas qu'ils ont assez souffert? J'ai souffert pendant 35 ans, Sarah. Ils ont créé cette situation. Ils ont choisi de m'humilier publiquement. Maintenant, ils font face aux conséquences de leurs actions. Mais ils envisagent de divorcer. Linda dit qu'elle ne supporte plus la pression sociale. Est-ce ce que vous voulez? Détruire complètement leur mariage? La vérité,
c'est que je ne savais pas ce que je voulais. La vengeance avait été plus satisfaisante que prévu, mais aussi plus dévastatrice. Voir leur destruction publique me donnait un sentiment doux amer. C'était la justice, mais c'était aussi douloureux de voir souffrir le fils que j'avais élevé avec tant d'amour. Cette nuit-là, en regardant les lumières de la ville depuis la terrasse de ma suite, j'ai réfléchi profondément à tout ce qui s'était passé. La vengeance avait été complète, dévastatrice, publique. Michael et Linda avaient tout perdu, la maison, le travail, la réputation, la dignité. Mais quelque chose en moi ne se sentait pas complètement satisfait. Peut-être était-ce parce que, malgré tout, Michael était toujours mon fils. Le même garçon que j'avais porté dans mes bras quand il avait de la fièvre. Celui que j'avais réconforté quand il faisait des cauchemars, celui pour qui j'avais tout sacrifié pendant 35 ans. Mais ensuite, je me suis souvenu de ces mots exacts. Payer les factures ne fait pas de toi un membre de la famille. Et la satisfaction m'a de nouveau envahi. Le lendemain, Maître Harrison m'a appelé avec une nouvelle à laquelle je ne m'attendais pas, Madame Emily, Michael veut retirer sa défense dans le procès. Il est prêt à accepter l'entière responsabilité et à payer les $100 000 pour préjudice moral. $100 000 ? Avec quel argent ? Il est en ruine totale. Il dit qu'il va contracter un prêt, qu'il va vendre tout ce qui lui reste, qu'il va travailler jour et nuit jusqu'à ce qu'il paie. Il veut juste que cela se termine. L'ironie était parfaite. L'homme qui m'avait dit que j'étais un distributeur automatique était maintenant prêt à s'endetter jusqu'au cou pour me payer. Celui qui avait méprisé mon argent me suppliait maintenant avec le sien. Mais ensuite, Maître Harrison m'a dit quelque chose qui m'a surprise. Il m'a également demandé de vous transmettre un message personnel. Il dit qu'il comprend si vous ne lui pardonnez jamais, qu'il accepte d'avoir détruit la relation avec la seule personne qu'il aimait vraiment. Il dit qu'il ne demande pas pardon parce qu'il sait qu'il ne le mérite pas. Il veut juste vous payer ce qu'il vous doit et disparaître de votre vie pour toujours. Disparaître de ma vie pour toujours. Pendant des semaines, j'avais fantasmé sur ces mots. Mais maintenant que je les entendais, ils me faisaient plus mal que prévu. Cet après-midi-là, j'ai décidé de faire quelque chose que personne n'attendait. J'ai pris un taxi pour l'appartement de Sarah, où je savais que Michael et Linda vivaient. C'était un vieil immeuble dans un quartier que j'avais très bien connu à l'époque où j'étais femme de ménage. J'ai frappé à la porte de l'appartement 3B. Sarah a ouvert avec un visage de surprise totale. « Madame Emily, que faites-vous ici ? Je suis venu parler à Michael pour la dernière fois. » Michael est apparu derrière Sarah. Il avait l'air complètement différent. Il avait perdu du poids, avait des cernes profonds, les cheveux en désordre. Il ressemblait à un homme qui avait vieilli de 10 ans en 2 semaines. « Maman » a-t-il murmuré d'une voix brisée. « Je ne m'attendais pas à te voir. Nous devons parler seuls. » Nous sommes sortis sur le petit balcon de l'appartement. Le contraste avec ma suite de luxe était brutal. 2 semaines plus tôt, il vivait dans une maison de 3 chambres et moi dans une humble petite maison. Maintenant, les positions s'étaient complètement inversées. « Comment vas-tu » lui ai-je demandé, bien que la réponse soit évidente. « Détruit » a-t-il répondu sans essayer de faire semblant. « Complètement détruit. J'ai tout perdu, maman. La maison, le travail, les amis, la réputation. Linda va me quitter. Elle dit qu'elle ne supporte plus la pression sociale. Et tout ça pour une nuit de décembre où tu as décidé d'humilier ta mère. Je sais, et je l'accepte. Je ne suis pas là pour te demander de la compassion ou du pardon. Je sais que je ne les mérite pas, cela m'a surprise de l'entendre si différent. Il n'y avait aucune trace de l'arrogance d'avant, de la supériorité, du mépris. C'était un homme brisé qui avait enfin compris les conséquences de ses actes. Que veux-tu alors ? Je veux que tu saches que j'ai compris. J'ai compris ce que tu voulais m'apprendre. J'ai compris ce que c'est que d'être seul, sans argent, sans soutien, sans famille. J'ai compris ce que tu as vécu toutes ces années pendant que je te prenais pour acquise. Ces mots sonnaient sincères, mais il était déjà trop tard pour les leçons apprises. Je veux aussi te demander quelque chose, a-t-il poursuivi. Quand j'aurai payé les $100 000 du procès, je veux que tu nous considères comme complètement quittes. Que tu n'aies plus jamais à revoir mon visage si tu ne le veux pas. Que tu puisses vivre ta vie en paix avec ton argent, sans le fardeau d'un fils ingrat. Le fardeau d'un fils ingrat. Pensait-il que c'est ce qu'il était pour moi ? Michael,
tu n'as jamais été un fardeau. Tu as été mon projet de vie, ma raison d'exister, ma plus grande fierté. C'est pour ça que ça fait si mal que tu m'aies traité comme tu l'as fait. Des larmes ont commencé à couler sur ses joues. Maman, j'ai tout gâché. J'ai gâché la relation avec la seule personne qui m'aimait inconditionnellement. Et le pire, c'est que je ne peux blâmer personne d'autre. Je ne peux pas dire que c'était la faute de Linda, ou le stress, ou les circonstances. C'était moi. C'est moi qui ai choisi de mal te traiter. Pour la première fois en 2 semaines, j'ai ressenti une pointe de compassion pour lui. Mais ce n'était pas assez pour effacer 35 ans de sacrifice réduits à de la manipulation. Sais-tu quelle est la partie la plus triste de tout ça, Michael? C'est qu'il a fallu que tu perdes tout pour que tu réalises ce que tu avais. Je sais, maman. Et c'est pourquoi je ne vais pas te demander de me pardonner. Je vais juste te demander d'être heureuse, que tu utilises ton argent pour vivre la vie que tu mérites, que tu voyages, que tu te gâtes, que tu fasses tout ce que tu n'as pas pu faire parce que tu t'occupais de moi. Ces mots m'ont ému plus que je ne l'attendais. C'était la première fois dans sa vie d'adulte qu'il pensait à mon bien-être sans le mêler à ses propres besoins. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais trouver un travail, n'importe où, pour faire n'importe quoi. Je vais payer le procès même si ça me prend des années, et je vais apprendre à vivre avec les conséquences de mes actes. À ce moment-là, j'ai pris une décision qui m'a surprise moi-même. Michael. Je n'accepterai pas l'argent du procès. Il m'a regardé, confus. Mais maman. Je n'en ai pas besoin. J'ai plus d'argent que je ne pourrais en dépenser dans ce qu'il me reste de vie. Et je ne veux pas que le reste de ton existence soit marqué par une dette envers moi. Alors, que veux-tu? Je veux que tu apprennes à être un vrai homme. Que tu construises ta vie de tes propres mains, sans dépendre de personne. Que tu apprécies ce que tu as pendant que tu l'as. Et que tu ne traites plus jamais, jamais mal quelqu'un qui t'aime. Ça veut dire que tu me pardonnes? Je l'ai regardé droit dans les yeux avant de répondre. Ça veut dire que je te libère de la dette financière. La dette émotionnelle, c'est quelque chose avec lequel tu devras vivre pour le reste de ta vie. Je me suis levé pour partir, mais avant de quitter le balcon, je me suis retourné vers lui une dernière fois. Michael, pendant 35 ans, j'ai été ta mère. À partir d'aujourd'hui, tu es libre d'être ton propre homme. Utilise cette liberté à bon escient. J'ai quitté l'appartement sans me retourner. Dans le taxi qui me ramenait à l'hôtel, j'ai réfléchi à ce que je venais de faire. Je n'avais pas vraiment pardonné, mais je m'étais libéré. J'avais coupé les chaînes qui me liaient à une relation toxique, mais j'avais aussi coupé celle qui faisait de moi son éternelle sauveuse. Cette nuit-là, j'ai appelé Maître Harrison pour retirer officiellement la plainte. Le lendemain, j'ai acheté une petite mais élégante maison dans un quartier calme, loin de tous les souvenirs douloureux. Il était temps de commencer la vie que je ne m'étais jamais autorisé à avoir. 6 mois plus tard, en buvant un café dans le jardin de ma nouvelle maison, j'ai réfléchi à tout ce que j'avais vécu. Michael avait trouvé un travail d'ingénieur dans une autre ville. Linda l'avait quitté, comme elle l'avait menacé. Il reconstruisait sa vie à partir de zéro, sans l'aide de personne, apprenant enfin la valeur de l'indépendance. Je ne regrette pas de l'avoir adopté quand il était enfant. Je regrette seulement de ne pas avoir compris plus tôt que la bonté ne doit jamais être pratiquée au détriment de l'autodestruction. À 67 ans, j'ai enfin appris que l'amour de soi n'est pas de l'égoïsme. C'est de la survie.